Bonjour. Donc, merci Mathieu, merci pour l'invitation. J'espère que vous m'entendez. Oui, ça a Oui, c'est l'air bon. d'aller. Donc, je me fais le porte-parole de mes collègues hein, qui sont plus spécialistes que moi sur la matière organique et le carbone et le suivi. Donc, je vais vous présenter le dispositif national pour le suivi qui passe donc clic ou je sais pas, diapo suivante, clic. euh, Par les programmes du groupement d'intérêt scientifique Sol, qui existe depuis 2001 et qui rassemble deux ministères, l'INRAE, l'IGN, l'OFB, l'IRD, l'ADEME et récemment le BRGM, qui pilote quatre grands programmes qui structurent les activités du système d'information national sur les sols de France. Donc deux programmes, un programme sur l'amélioration de la connaissance systématique des sols, qui est IGCS, hein, Inventaire, Gestion et Conservation des sols. Et puis le réseau de mesure de la qualité des sols, le RMQS, dont on va parler. Et puis deux grands programmes qui visent à capitaliser des analyses de sol qui sont réalisées en France à la demande majoritairement des agriculteurs, qui sont la base de données des éléments traces métalliques qui se focalise sur les éléments traces métalliques, hein, qui est la B2ETM, et la BDAT, base de données des analyses de terre, en bas à droite, qui, elle, se focalise sur les données, les analyses agronomiques. Donc, clic. Donc, c'est tout déformé. On a ici donc deux grands programmes qu'on va essayer de comparer avec le prisme du suivi du carbone organique. Donc, on a le réseau de mesure de la qualité des sols et la BDAT qui rassemble des données sur le carbone, avec donc deux programmes assez différents mais très complémentaires, qui sont donc ce RMQS il repose sur un programme national, sur un échantillonnage statistique, donc une grille systématique. Au droit des sites, on va faire des prélèvements avec un protocole unique sur plusieurs profondeurs. Nous avons le nombre de sites, par contre, est assez finalement limité à 2200 par campagne, dont 800 en grande culture. Et puis, on n'a qu'une seule campagne qui est achevée actuellement et la seconde campagne qui est en cours. Par contre, les informations collectées sont extrêmement riches, hein, puisqu'on va avoir plein d'informations, à la fois agronomiques, pédologiques, contaminants, mais aussi sur les pratiques et l'environnement. Et puis, bien sûr, on va stocker ces échantillons qui sont prélevés et on a toutes les infos pour évaluer un stock de carbone organique. À droite, vous avez la BDAT qui, elle, se base sur des synthèses de données issues de l'activité agricole, donc avec des pratiques de prélèvement diverses, hein, qui se focalisent sur des sols de surface. On a peu d'informations sur la profondeur, mais un nombre de parcelles important, puisque c'est 2,7 millions de parcelles, et puis beaucoup plus de recul temporel, avec 25 ans de recul, sur des paramètres agronomiques uniquement, sans possibilité de stocker les échantillons. Et bien sûr, on ne peut pas trop calculer le stock, puisqu'on a très peu d'informations sur la densité apparente ou les profondeurs de prélèvement, donc on est essentiellement sur la teneur. Donc, clic. Donc, je propose de montrer quelques résultats. D'abord, à partir de la BDAT, clic. Donc, en ce qui concerne le carbone organique, c'est 2,5 millions de valeurs de carbone qui sont stockées dans la base, qu'on va pouvoir regrouper, parce qu'on n'a pas la coordonnée exacte de ces observations. On va les regrouper par canton et puis par période de 5 ans. On obtient des cartes en calculant une médiane par canton si le nombre d'observations est suffisant, hein. C'est un peu en discussion, toujours ce nombre d'observations. Donc là, ici, c'est 200. Donc, ce qu'on voit, c'est que sur les quatre cartes qui regroupent donc des périodes de 5 ans, de 95, 99, 2000, 2004, 2005, 2009 et 2010, 2014 en bas à droite, on va avoir une stabilité globale des structures spatiales dans le temps qu'on met en évidence, hein, qui sont connues, enfin qui représentent bien les climats et les pratiques en France et qui valident cette procédure de collecte a posteriori. Et clic, si on veut étudier les évolutions, ça devient un peu plus compliqué. Et
Alors, il est possible de les mettre en évidence, surtout au niveau régional. Ici, vous avez un zoom sur la Franche-Comté euh, où on voit bien un gradient de carbone qui va dépendre de l'altitude, qui est maintenu au cours des 3 périodes considérées, mais on s'aperçoit très vite que le gradient, le rouge a tendance à disparaître et le bleu à augmenter. Donc, on met en évidence facilement ces évolutions de carbone dans cette région et on arrive à les relier notamment à la teneur initiale et au retournement de prairie. Donc, il y a aussi, avec un clic, s'il vous plaît, on peut représenter ça plutôt statistiquement en présentant donc les courbes de distribution cumulées qui montrent bien donc en noir la période 90-94 alors qu'en gris c'est la période 2000-2003 où donc j'ai représenté la médiane qui a tendance à baisser et on voit que ces évolutions sont plus marquées sur les valeurs fortes du carbone que sur les valeurs faibles. Alors, quand on clique par contre, au niveau national, c'est plus compliqué parce qu'on augmente la diversité des situations et justement les sources de biais possibles. Notamment, selon les régions, on va avoir des sources de données qui vont complètement différer avec des zones où on a des cultures industrielles plus importantes, où on va avoir aussi des profondeurs de prélèvements qui vont différer dans le temps. Donc, ces interprétations sont beaucoup plus complexes. Cependant, je voulais dire que il y a un article qu'on vient de sortir là dans Agronomy for Sustainable Development qui va sortir dans la semaine, là, je pense, qui montre qu'on a pu mettre en évidence des corrélations entre les évolutions constatées dans la BDAT et les pratiques agricoles, et notamment les apports de matières organiques issus de l'élevage. Donc il y a quand même des choses qui sont assez claires dans ces bases de données. Donc, clic, j'avance. Donc, c'est assez difficile au niveau national donc, de montrer des évolutions. Il faut continuer à faire des recherches à partir de ces outils, c'est très important. Et un des moyens, c'est aussi de comparer avec le réseau de mesure de la qualité des sols. Mais en effet, ce réseau clic, s'il vous plaît, permet au niveau national d'avoir des estimations assez fiables du carbone et du stock de carbone. À droite des sites, on a des bonnes estimations et en plus, comme on a un protocole très carré, on a des estimations à gauche, pardon, ce sont la carte des estimations des stocks sur 0,30 cm du stock de carbone qui sont elles-mêmes individuellement fiables et les statistiques issues de ce réseau à droite qui sont ici, vous avez les moyennes des stocks par grand type d'occupation qui sont également très fiables. Ils donnent des estimations, vous voyez, avec les incertitudes qui sont assez faibles. Non, pas clic. Qui sont qui donnent voilà, des grandes estimations des stocks moyens par type d'occupation. Donc on va pouvoir comme ça comparer avec la BDAT et pouvoir corriger les biais probables. Alors, au niveau temporel, donc on a ici qu'une seule campagne avec le RMQS, donc clic cette fois-ci. Il n'est pas possible, en effet, d'évaluer des évolutions. Cependant, on peut travailler sur les potentiels de stockage. Claire Chenu en a parlé un peu ce matin au niveau du carbone séquestré. Donc, c'est ce carbone alors, c'est un marron clair qui apparaît sur l'écran, qui représente une forme de carbone relativement stabilisée par la fraction fine, hein, vous avez la définition en bas, et qui, par conséquent, a un temps de résidence assez élevé, donc plusieurs décennies dans le sol, et qu'on peut considérer comme stocké de façon stable. Donc, ce réservoir de carbone a été mesuré sur les sites RMQS. Également, le réservoir total de carbone qui peut être protégé. Et ça, c'est le point 2, donc c'est la boîte marron foncé. Et on peut calculer donc la différence entre la quantité de carbone séquestré et le réservoir total, et ainsi calculer un potentiel de séquestration, un potentiel qui est théorique, et vous voyez donc qui a été spatialisé à droite. Donc on a des zones blanches où bien sûr ce réservoir est plein, donc on ne peut pas séquestrer plus.
et des zones plutôt bleues où, au contraire, le réservoir est plutôt vide et on a un potentiel théorique assez fort. Alors, on dit bien théorique parce que les zones qui sont concernées sont des zones de grande culture, Beauce-Brie, Sud-Ouest, où les objectifs sont probablement non atteignables compte tenu des entrées de carbone qui ne seront jamais assez suffisantes pour remplir ce réservoir ou le climat avec les minéralisations qui sont assez importantes. Donc voilà, clique s'il vous plaît. Donc deux bases de données qui donnent beaucoup d'informations sur le carbone en France, clique, mais qui sont donc différentes et complémentaires. Donc une base de données d'analyse de terre qui concerne les sols agricoles avec un recul temporel important qui permet de mettre en évidence donc des grandes évolutions avec beaucoup de données, mais assez partielles, donc qui limitent un peu les interprétations et une quantification des biais difficiles. Et d'autre part, nous avons le réseau de mesure de la qualité des sols avec, qui concerne toutes les occupations, qui n'a pas encore de recul temporel, mais ça va arriver dans les mois ou années à venir, puisqu'on est en cours de collecte de la seconde campagne, avec des informations extrêmement riches sur les sols, les pratiques culturelles, beaucoup d'analyses carbone. Claire pourrait vous en parler longtemps, et puis un protocole commun. Donc il y a vraiment un enjeu, clique, à coupler ces deux informations pour les combiner dans des modèles statistiques ou mécanistes afin de fournir plus d'informations fiables sur les évolutions de carbone. Voilà, j'ai terminé. Merci. Merci beaucoup.